Bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de Jean-Claude Merceron, président de l'ASLO, qui est ici présent, et que je vais demander de se lever pour que vous le reconnaissiez, qui est une figure historique de l'ASLO. Vous souhaitez la bienvenue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'extrémité de cette antenne atlantique de 84 km, que certains ont pu découvrir ce matin en roulant à 140 km/h sur une voie unique du groupe 789 UIC, ce qui les a fort surpris, paraît-il. Mon propos liminaire en ouvrant ce colloque, ce sera de vous expliquer l'origine et le contexte dans lequel on a monté cette affaire, puis de vous présenter la problématique et les objectifs que l'on vise au cours de ces 2 journées, d'ici demain après-midi, en fin d'après-midi. Alors l'origine et le contexte de ce colloque, c'est tout simplement le 40e anniversaire de la réouverture à longueur d'année d'une ligne qui, au cours de son histoire, a fait l'objet de 2 fermetures. Une première fermeture fugitive en 1940, de février à l'automne 1940, dans le cadre du grand programme que la SNCF avait mis en œuvre en 1938 pour liquider un certain nombre de lignes secondaires. Et puis une deuxième fermeture en septembre 1970, dans le cadre des programmes de fermeture importants que le contrat programme entre l'État et la SNCF avait prévu, et qui a été mené pas tout à fait à son terme, notamment en 1973, qui a fait beaucoup de bruit lorsque le département de l'Ardèche s'est trouvé privé de toutes les dessertes ferroviaires. Alors, Nantes-Saint-Gilles se trouvait dans cette charrette de lignes qui ont été transférées sur route à partir de septembre 70, et en 1982, donc, elle a été rouverte. Je vous expliquerai demain matin les conditions et le contexte de la réouverture. Alors en 2022, c'était donc le 40e anniversaire de la réouverture et en même temps le 40e anniversaire de l'initiative de la création de l'ASLO, l'Association Sud-Loire-Océan pour la promotion du transport public, qui a été créée par les élus locaux à l'occasion de cette réouverture. Et l'idée a été de marquer le coup de ce 40e anniversaire en replaçant cette réouverture de Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le contexte plus large des antennes ferroviaires atlantiques. De Saint-Malo à Arcachon, les compagnies ferroviaires, l'Ouest, l'État et la compagnie du Paris-Orléans, ont ouvert dans la deuxième moitié du XIXe siècle une vingtaine d'antennes à peu près. Saint-Malo, Dinan, Dinard, Lannion, Paimpol, on peut les continuer, les énumérer, jusqu'à Arcachon. Et ces antennes atlantiques ont connu une diversité de sorts extrêmement variés, extrêmement changeants. Sur cette vingtaine d'antennes, certaines ont disparu purement et simplement, comme par exemple celle de Fouras ou du Chaput dans la région Poitou-Charentes. Elles sont au total 8 à avoir totalement disparu, ou presque disparu, si on inclut l'antenne de Roscoff, dont l'exploitation est momentanément suspendue sans délai de réouverture annoncé. Une ne dispose que d'une exploitation voyageur saisonnière, c'est Quiberon, avec le tire-bouchon. 5 ont une exploitation TER pérenne, donc Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en font partie. Et 6 ont une antenne desserte, sont des antennes avec une desserte voyageur diversifiée, c'est-à-dire à la fois TER et TGV. C'est Saint-Malo, Lannion, Le Croisic, Pessac, La Rochelle et Arcachon. Et 3 d'entre elles ont encore un trafic fret régulier qui sont liés à des ports de commerce relativement importants, que sont Saint-Nazaire, La Rochelle et le Verdon, Bordeaux, avec l'antenne du Verdon, où on a une desserte TER et une desserte fret. Donc l'idée du colloque, c'est cela, c'est comparer la diversité de trajectoires, les disparités de trajectoires de cette vingtaine d'antennes, et d'essayer d'expliquer pourquoi certaines ont purement et simplement disparu, et pourquoi d'autres, au contraire, ont réussi à tirer leur épingle du jeu en sauvegardant leur desserte voyageur, voire même, lorsqu'elles n'étaient pas électrifiées, en obtenant l'électrification, et par là même, suite à la desserte, la mise en service du TGV Atlantique, préserver une desserte directe avec Paris, en substituant les trains express classiques, Corail, par des TGV. Ce qui était un des enjeux pour la façade atlantique de l'ouverture de ces lignes à grande vitesse du TGV Atlantique. Donc l'objectif du colloque, c'est d'essayer d'approfondir par une série de communications complémentaires qui font appel à la fois à une
des intervenants diversifiés, des élus qui ont été aux affaires, qui sont intervenus dans les processus favorables ou défavorables, mais plutôt favorables dans l'ensemble quand même pour la rénovation et l'adaptation de ces antennes, des universitaires qui ont fait des travaux de recherche sur l'histoire ou la situation, ont participé aux négociations sur l'évolution de ces desserts, des ingénieurs conseils qui ont été missionnés par les collectivités territoriales pour contribuer ou faire évoluer le dossier de façon favorable à l'amélioration de dessert de ces antennes, et notamment éventuellement même en faisant une contre-expertise des propositions de la SNCF, des militants associatifs qui se sont engagés et sont intervenus ou interviennent encore, je pense pour l'antenne de Roscoff, en faveur du développement et du maintien de ces desserts. Donc l'objectif, c'est d'essayer, par ces témoignages, d'approfondir la question. Qu'est-ce qui fait que ces desserts, certaines ont réussi à subsister et d'autres ont disparu? Est-ce que c'est le potentiel marchandises ou voyageurs? Est-ce que c'est la configuration géographique des lignes, leurs caractéristiques techniques, l'absence de détours inutiles, l'absence de rebroussement, des possibilités, leur longueur différente qui faisait que le montant d'investissement était plus ou moins important? Est-ce que c'est éventuellement aussi l'engagement des collectivités territoriales, la motivation des élus, la sensibilité, la conscience des enjeux d'aménagement du territoire et de désenclavement, notamment les enjeux touristiques, qui expliquent que dans un cas, les élus se sont motivés, alors que dans d'autres cas, les élus ne se sont pas motivés et ont laissé dépérir leurs antennes ou n'étaient pas conscients des enjeux touristiques. Donc, on se posera la question, est-ce qu'on peut classer les antennes par typologie? Est-ce qu'une similitude de situation a entraîné une similitude de destinée? Est-ce que, et en particulier également, une autre question un peu subsidiaire, enfin secondaire, mais qui n'était pas subsidiaire, est-ce que la fréquence avec laquelle il y a eu des problèmes d'évolution de ces antennes et d'adaptation de ces antennes, de la desserte de ces antennes à l'évolution de la politique nationale de desserte ferroviaire, aussi bien de l'État que de la SNCF, est spécifique à la façade atlantique? Est-ce que sur le TGV Sud-Est, sur le TGV Nord, puis sur le TGV Est, le problème s'est posé de façon identique ou pas? Et si c'est le cas, si ce n'est pas le cas plutôt, pourquoi est-ce que sur la façade atlantique, il y a-t-il eu autant de problèmes à obtenir une accessibilité TGV jusqu'aux littoraux concernés, qui, avant la mise en service du TGV Atlantique, bénéficiaient toutes d'une desserte directe TGV quotidienne, saisonnière, au minimum? Voilà les types de questions auxquelles on vous propose de participer au cours de ces 3 demi-journées, en écoutant les interventions et en également posant des questions et en intervenant, puisque chaque intervention d'une vingtaine à une trentaine de minutes est prévue d'être suivie par un échange avec vous tous de façon conviviale et informelle pour vous permettre de vous exprimer librement et de progresser dans la réflexion pour apporter les réponses aux questions que je viens de vous énumérer. C'est une ambition à la fois historique et contemporaine, c'est-à-dire replacer depuis leur création comment ont évolué ces antennes, et d'ailleurs les deux premières interventions auront un caractère strictement historique, hein, mais également l'aspect contemporain, pour vraiment placer dans le temps long l'évolution de ces antennes, depuis leur création au 19e jusqu'à aujourd'hui au 21e. Donc c'est l'épopée des antennes atlantiques que l'on vous propose d'examiner au cours des 3 demi-journées. Je vais céder la parole maintenant aux 2 animateurs de ces 3 demi-journées. Francis Bossir, qui est le mauvais élève qui s'est mis tout à fait au fond, au verbe fleuri, et Pierre Zambry, qui vont se présenter et également ouvrir les premières interventions de cet après-midi. Donc, merci de votre présence et nous souhaitons-nous excellent colloque pour nous tous. Pierre et Francis, la parole est à vous. Bon, comme tu es au fond, je me suis mis devant. Voilà, donc Pierre Zambry, Université Gustave Eiffel,
laboratoire ville, mobilité, transport. Voilà, donc on a une après-midi un peu historique, même très historique. On va faire du temps long. Temps long avec deux auteurs qui seront complémentaires, enfin deux orateurs qui seront complémentaires. Hein. Georges qui commencera donc avec la course sur les rails. Donc tu nous feras une fresque des anciennes compagnies jusqu'à la SNCF. Voilà, sans plus tarder, Georges, je te passe la parole. L'idée, bien entendu, c'est de répondre à cette demande intéressante sur la longue durée, mais mon point de vue, c'est celui plutôt des compagnies, quelle a été la manière de se saisir du marché balnéaire, avec plus ou moins de succès, avec quelles conditions de promotion. Dans cette optique-là, j'ai jugé obligatoire de transgresser la règle du périmètre atlantique en annexant la Manche et la mer du Nord, pour avoir la Compagnie du Nord et l'intégralité de la Compagnie de l'Ouest. Excusez-moi d'avoir franchi la frontière, donc, qui à mon avis est très artificielle, s'agissant de la Bretagne en particulier. Donc le matériau est important, et le matériau, c'est une première idée, le matériau pour aborder ces données, c'est des de deux types. Nous avons premièrement des publications, les premiers grands indicateurs des compagnies, 1880 avec le PLM, 1890. En voilà un, c'est des documents importants, assez charnus, 100-200 pages. Et en général, il y a une règle importante, mais c'est la compagnie qui a organisé ce document et qui va annexer. Ces documents ne sont vraiment pas datés, habilement, parce que c'est comme le Catholique du France, il doit pouvoir servir d'une année à l'autre, mais il y a à la fin annexé les tarifs et offres ferroviaires de l'année en cours. Et là, on trouve la date en particulier. Ce qui est intéressant dans cet indicateur de l'Ouest, c'est un paradoxe intéressant. Cette compagnie du chemin de fer de l'Ouest qui nous parle de bain de mer et qui nous propose aussitôt plutôt de franchir la Manche et d'aller en Angleterre. Ça traduit pour moi assez bien le malaise de la compagnie de l'Ouest. On va y revenir. Pourquoi ? Parce qu'elle est quand même très très loin à cette époque-là. Il faut compter 12 heures au moins pour atteindre Saint-Malo ou Brest. Voilà. Donc, on sent bien que ce n'est pas une compagnie qui aura une difficulté dans cette promotion. Deuxième en dehors des indicateurs des compagnies, vont pulluler les guides touristiques pratiques. J'en ai apporté quelques-uns de mon cartable. Il y a le guide Joanne Hachette, mais qui est un peu ennuyeux. Hein. Il y a plus malin des guides, comme le guide Conti, j'aime beaucoup. C'est un guide qui vise les classes populaires et qui a la riche idée d'illustrer des petites figurines où on se moque un petit peu parfois de M. Fenouillard prenant le train, avec beaucoup d'humour et d'esprit. C'est le guide Conti. Nous avons, je ne l'ai pas porté, le guide Simon, 2 éditions de luxe vraiment. La baie de Saint-Malo en 1886, tirage, couverture de luxe, idem, un peu plus tard, ce sera la baie de la Saône et du Calvados. 2 éditions tellement, elles sont à mon avis hors marché et disparaîtront assez vite. À noter surtout, un éditeur important, c'est Mailleux, qui dès 1889 va devenir l'éditeur attitré de la Compagnie de l'Ouest et puis des chemins de fer de l'État plus tard. Et donc Mailleux a réussi, dans l'histoire des indicateurs, à coopérer avec Schex, qui a le dessus du panier, à se partager le marché. Schex, en 1938, fera une version résumée du Schex complet. Et le graphisme de Mailleux, il est toujours élégant, c'est une présentation très intéressante. Ils ont réussi à se côtoyer avec Schex, mais Mailleux disparaîtra plus tôt. Bien sûr, autre source documentaire, ce sont des brochures élégantes, 1905-1910, pour le chemin de fer de l'État, où l'on a sélectionné une thématique. À noter, vous allez voir ici, des dames, on est sur les eaux de l'État, dans la Vendée, sur le bord de l'océan, et vous voyez des dames folkloriques, ou la bourgeoise qui est venue au bord de la mer auprès d'un enfant. Thématique intéressante, on va opposer à d'autres images. Alors,
Arrive après le temps des affiches. C'est en 1890 que arrivent les affiches. Et là aussi, c'est assez parlant, à mon avis, d'une affiche à l'autre, d'un site balnéaire à l'autre, de voir quand même que la compagnie de l'Ouest, pour vendre Trouville, nous vend une jeune femme élégante, un peu aguicheuse, à 4 heures de Paris, un week-end, en bonne compagnie. Hein. Et on voit le côté, bien sûr, tout à fait différent des images précédentes, avec une belle jeune femme à Trouville, évidemment, où la jet société parisienne de l'époque va se réunir. La photo suivante. Et toujours, des diables, même des Vénus anadyomènes qu'on voit là-haut, la Vénus sortie de la mer, une sirène qui nous attend à Cabourg. D'autres femmes légèrement vêtues, à Saint-Quentin-Plage, c'est le nord, ou au Tréport. Diable, tant de femmes déshabillées. On est dans un public, évidemment, haut de gamme, et là, il n'y a pas de train de 3e classe, c'est du train de 1e, 2e classe, avec le train du jeudi au vendredi, du lundi au lundi, pour passer un bon moment, avec des dames légitimes ou pas, au bord, dans ces stations réputées les plus proches de Paris. Trouville, 4 heures de Paris, c'est l'argument, évidemment, important. Une dernière image, pour faire plaisir à M. Boulot, Christophe, c'est intéressant. Arcachon, c'est une affiche plutôt promue par le chemin de par Paris-Orléans, qui dit, même si ce n'est pas dans mon rayon, ben, j'attire les gens à Orléans, je prends la remise de Paris à Bordeaux, c'est moi qui rafle la recette. Et nous voyons là aussi Arcachon, qui pour moi sera une station balnéaire plutôt de Bordelais. Nous voyons à nouveau la thématique plutôt là des femmes bourgeoises bien vêtues et non pas déshabillées. On est loin des frasques parisiennes. Bon, affiche signée, anthologie reportée. Si vous avez quelques-unes, ça vaut de l'or. Si vous avez ça dans vos placards. Je retiens, le Pelham va sortir très tôt un guide album de très grand luxe qui met dans les compartiments de première classe. En principe, on ne doit pas le voler. Et la Compagnie du Midi va copier en 1900-1910 le guide album du Midi. C'est un ouvrage cartonné, un peu luxueux, et l'on y voit très bien la thématique difficile de la Compagnie du Midi, qui est très très loin du marché parisien. Parce qu'au fond, tous ces indicateurs et guides, ça vise, on part de Paris, hein, voilà. Donc là-bas, le Midi, c'est quand même très très loin, et ce n'est pas commode. Donc bien sûr, Arcachon, avec ses 4 quartiers, ville d'été, ville d'hiver, d'automne et de Moulot, offre une gamme de plaisirs. C'est la Côte d'Argent magnifiée par certains auteurs et poètes. C'est la Côte d'Argent où bénéficierait d'une influence heureuse du Gulf Stream. En été, pas de comparaison possible, plus de fraîcheur, avec beaucoup de fraîcheur provenant des vents dominants de la mer, il n'y en a pas ailleurs. Et puis quant aux distances, ce sont des préjugés. L'habitant du Nord, parisien ou autre, se méprend souvent sur l'exacte distance qui sépare Paris du Midi. Tout se tasse finalement, et l'on voit un peu les kilomètres se tasser, plus on arrive à argument un peu caoutchouteux, un peu amusant. Et bien sûr, nous proposer, arriver sur la ligne du Midi, de proposer toutes ces antennes, et bien là, à partir de là, vous êtes Soulac, Lacanau, Biscarrosse, Mimizan, Vieux-Boucau, Cabreton, Hossegor, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, Andaille, vous attendent au bord de la mer. Rapidité exceptionnelle de ce fameux Midi, puisque nous avons comme un record, le record européen des vitesses sur rail, le Paris-Biarritz, en 10 heures. Record, quand même. Oui, on compense peut-être la distance éloignante par un record de ce train qui promet à certaines gloires. Nous passons à l'image suivante, ça va permettre de... alors, c'est trop vite, d'accord. Alors, parmi ces guides, j'en retiens un qui me sera très très précieux. C'est le guide des petits trous pas chers. Cet éditeur malin, qui est pourtant l'éditeur Le Phare, qui édite le bouquin mondial Le Tout Paris, va créer 3 éditions, le guide des petits trous pas chers, version atlantique. Et ce qu'il y a de remarquable par construction, c'est qu'il va aller du nord jusqu'à Hendaye, point par point, noter, signer qu'il y a des plages plus ou moins désertes ou pas, où il faut moins aller, plus intéressantes autant que celles qui sont fréquentées. Je passe par exemple sur ici en particulier, je n'ai pas le temps bien sûr de Saint-Gilles-sur-Ville, son sable fin.
je note que, bien sûr, il va s'attarder à Saint-Marc-sur-Mer, à 7 km de Saint-Nazaire, où M. Hulot, en 1952, a la bonne idée de prendre ses vacances, hein, c'est-à-dire le petit train, l'hôtel de la plage, moyennant un train un peu hypothétique où le tournage de la gare célèbre aurait lieu à Argentan ou Dol de Bretagne. Ce guide des plages très complet me permet de mesurer département par département, du nord aux Basses-Pyrénées, l'importance du nombre de plages reconnues, 5 nord, 14 Pas-de-Calais, Calvados 31, Manche 47, Ille-et-Vilaine 14, 26 Côte du Nord, 46 le Finistère, 21 le Morbihan. Après ça décline, 16 le inférieur, 9 en Vendée, 15 en Charente-Inférieure. Et nous arrivons dans le Midi, 3 en Gironde, 6 en Landes et 5 en Basses-Pyrénées. Au total, 280 plages identifiées et pas chères en plus. Ceci me permet, alors ce guide il est très bien fait parce qu'il dit ces plages là, bien d'accord, c'est une plage intéressante, il y a un hôtel intéressant, mais comment y aller? Donc il va donner précisément quelle est la gare de départ à Paris, quelle est la gare d'arrivée, et il va nous indiquer l'antenne, le dernier pas, comment va-t-on s'y rendre? Et là il est très précis, il y a dans telle gare, bien sûr, il y a un correspondant autobus qui a tous les arrêts de train, va vous amener à la commune de la plage, ou bien vous allez prendre, parfois bien sûr certaines gares, c'est la gare même de la plage, elles ne sont pas très nombreuses évidemment, et nous découvrons à l'occasion que, bien entendu, dans ces antennes terminales, nous découvrons l'importance, la diversité des compagnies d'intérêt local, voire de tramway, qui sont greffées pour amener sur la plage le touriste en question. Ce guide est très bien fait, puisqu'il va reprendre compagnie par compagnie de l'Ouest, il va proposer, en fonction des gares de départ, l'inventaire complet des gares, de Auray à Villers-sur-Mer, et ça me permet de rappeler que, du point de vue de l'Ouest, les plages les plus proches, c'est Cagny, dans le Calvados, c'est Dieppe à 160 km, Dives-Cabourg 241, Étretat 230, à 271. Trouville et Tréport étant à 200, ce sont les plus proches, 200 km. Le nord, c'est bien sûr 180 km, et le Tréport, 183 km, c'est l'argument du nord, c'est la plage la plus proche de Paris. La compagnie d'Orléans, par l'antenne bretonne, c'est beaucoup plus loin, le Croisic, 516 km, Saint-Gilles-Croix-de-Vic, c'est notre réseau. Alors, le réseau de l'État, pareil, les plus proches, c'est quand même, ça fait un sacré galop, c'est Pornic et Paimboeuf, 450 km. Et ça donne le 418, Saint-Gilles-Croix-de-Vic, 493 km. Nous avons fait ce matin à peu près pour la majorité. Donc nous avons quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire l'articulation complète des moyens de transport au départ de Paris, telle gare, et avec des indications de durée de parcours, 9h, 8h, 9h, etc., en fonction de la correspondance. Donc des données très précises qui font l'objet que je traiterai de manière statistique dans la publication. Un autre annuaire exceptionnel qui est remarquable est l'annuaire, le guide pratique de l'Ouest, fondé par M. Lepester, 1997, 1000 pages. Il propose un inventaire complet des dessertes de toutes les gares du Paris-Orléans et de l'Ouest. Ce bouquin est d'une densité remarquable. Il annonce qu'il y aura des suites, et à mon avis, il doit coûter très cher, et il périra, il n'y aura pas de suite à cette affaire-là. Mais il va me permettre, en 1897, précisément, à la fin, nous allons trouver l'encadré, compagnie par compagnie, quelles sont les prestations tarifaires pour aller au banc de mer. Et là, c'est intéressant, c'est au cœur de la stratégie des compagnies, la stratégie tarifaire, où il y a bien sûr des variantes profondes. Alors, bien entendu, je pourrais vous énumérer les recommandations qu'il fait au départ, ne pas vous encombrer de bagages, surtout les dames, partez légères et non pas là-bas, vous êtes dans des plages, souvent on ne vous verra pas, enfin il y a tout un discours intéressant, les bagages, un homme seul peut partir avec une sacoche de ficelle bien remplie, si vous partez à plusieurs, n'hésitez pas à partir par 2 ou par 4, vous aurez des conditions tarifaires dans les chambres d'hôtel, ne partez pas à 3 ou à 5, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de loger le 3e ou le 5e, voilà, des remords pratiques. Quant à la vie dans l'Ouest, évidemment, la vie dans l'Ouest, là-bas,
vous allez découvrir des choses un petit peu que vous ne connaissez pas très bien, mais le poisson est varié et frais, les coquillages sont très bons, et on y boit du cidre à volonté. Bien entendu, quelques recommandations sur l'heure de la gare, qui 20 minutes sépare l'heure de Brest de l'heure de Paris. Attention, avant la mise à norme des horaires dans les gares. Et puis attention à l'arrivée à la gare, au correspondant de chemin de fer, qui va vous entourlouper, qui va vous proposer un forfait pour aller vous ramener à l'hôtel. Et méfiez-vous, normalement, les tarifs sont affichés à l'intérieur de la... Tout ça, c'est une chose vieille comme le monde, hein, ce genre de problème. Alors je trouve que c'est intéressant, c'est très intéressant de voir de même état l'offre comparée du Nord, de l'Ouest, d'Orléans et de l'État. En gros mots, ce sera développé. Le Nord, les billets sont proposés dans 3 formules. Pour 33 jours, 5 jours ou 1 jour. 1 jour, c'est la seule compagnie qui propose le train de plaisir, le train de la journée. Pour que les pros de Paris, les autres n'ont pas la possibilité de faire le train de plaisir en 1 jour, aller-retour, le dimanche ou le samedi. Bon, quant aux conditions, 5 jours et 3 tours, le Nord, c'est bien. Alors, il dessert, j'ai noté 18 stations sont notées. Il y a le billet, de saison pour famille, avec 3 personnes au moins, et une réduction importante. Vous avez après le billet hebdomadaire par personne, qui est proposé en 3 classes, et le billet d'excursion en 2e et 3e classe qui propose un circuit. Selon les 3 tarifs, on voit bien que le tarif de la 3e classe par tête est très varié, hein, et que très dégressif. Donc il y a une étude assez précise donc, de comment capter ces divers types segments de marché en jouant sur le clavier des tarifs. À l'ouest, c'est surprenant, à l'ouest, je pense qu'il n'y a pas cette offre de train balnéaire, il n'y a pas de 3e classe, il n'y a que de 2e classe, la formule de 4 jours ou 33 jours, ou 22 jours. Pourquoi il n'y a pas de 3e classe? Parce qu'à mon avis, le marché n'y est pas. C'est tellement loin, 12 jours, il n'y a pas de train de nuit encore. Donc le temps d'aller là-bas, vous avez dépensé de l'argent une journée pour arriver là-bas, loin du monde. Et donc, du coup, c'est plutôt des gens un peu plus aisés qui peuvent aller là-bas. La compagnie d'Orléans propose formule 33 jours ou 30 jours, pas de formule de 4 jours. Hein. Toujours pareil, ces formules sont ciblées sur quelques plages et pas toutes. C'est très ciblé. Et le réseau de l'État va se distinguer, le réseau de l'État de 1978, hein, ce n'est pas encore l'Ouest racheté, lui va proposer toujours les 3 classes. Tout ce que propose, c'est du 3 classes. Et bien entendu, je suis tributaire pour arriver dans mon réseau. Vous devrez passer par l'EPO ou l'Ouest, des variantes, avec des prix, des distances, des tarifs différents. Mais là, je ne contrôle pas, en tout cas, je n'ai pas de gare au départ de Paris. Quant au midi, malheureusement, on voit bien que le midi, dans ce livre de Le Passeur, est absent, ne propose rien au point de vue balnéaire, trop loin du marché parisien, évidemment. Donc, ce qui m'apparaît intéressant, et ce sera développé, c'est-à-dire de voir, au fond, plusieurs acteurs, des compagnies d'intérêt général. Alors, bien sûr, les grandes compagnies que j'ai citées, mais bien sûr, la Compagnie des Charentes, créée en 62, qui va être achetée en 78 par l'État, la Compagnie de Vendée, 62-78, la Compagnie du Médoc, qui sont des compagnies d'intérêt général secondaire, la Compagnie Saint-Nazaire au Croisic, qui est une compagnie d'intérêt général, bien étudiée, d'intérêt général. Donc vous avez après un ensemble, j'ai ventilé tout ça par département, des départements d'intérêt départementaux, et ils sont nombreux. Hein. Alors, parmi les plus importants, je débarque dans le Nord, vous avez dans les baies de la Somme, bien sûr, Noyelles-au-Crotoy et Saint-Valery-à-Cailleux, pris en main par la Société économique et chapeauté, sponsorisé par la Compagnie du Nord. Là, c'est gagnant-gagnant. La Compagnie du Nord tire parti profit de ce chemin de fer de qualité qu'est le chemin de la baie de la Somme, avec l'ingénieur clé Level aux commandes. Nous avons, par exemple, pour aller du côté de... Alors, en intérêt local, Valognes à Barfleur et Saint-Vaast, 77.
nous avons en 1900, bien sûr, les côtes du Nord. Le réseau des côtes du Nord, c'est le réseau littoral Saint-Brieuc, Ploie, Légué, Tréguier, Perros, avec derrière Allenoué, des tarifs intéressants, avec la compagnie des tramways du côte du Nord, qui va prospérer en vendant la cité bretonne. Je citerai pour terminer le Bayonne Anglais-Biarritz, derrière nous retrouvons Pereire fils et un copain de Pereire, Ardouin, qui a fait Haussmannisé Paris. Voilà, un rejeton de Pereire, c'est le Bayonne-Biarritz, Bayonne Anglais-Biarritz. Donc compagnie d'intérêt local, mais aussi des tramways qui vont trouver finalement là aussi une opportunité, puisque par construction la plage c'est plat, de relier le littoral par des tramways. En particulier, peut-être un des plus importants, des plus en tout cas célébrés, il est en 1891 de Dic, Luc-sur-Mer, Courseulles à Romanche. C'est la société de Covid même qui a investi, qui va vendre de la voie de 60 pour balayer la plage, d'une plage à l'autre, le long du côté de Courcelles. Des tramways, par exemple Saint-Malo, Saint-Serment, Paramé, tramway. Voilà, donc tout ça, ça montre bien qu'il y a eu que le marché balnéaire a suscité. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est regarder après dans les monographies importantes de ces petits chemins de fer d'intérêt local, de retrouver, le plus célèbre, c'est bien sûr celui qui a donné le là, c'est Deauville, l'objet d'un bouquin paru à Mancoulin en 2010, Barjot, Anso, Soscope, Morny et l'invention de Deauville. Alors bien sûr, Christophe Boulot va dire, mais avant il y avait Arcachon, mais Arcachon, c'est pas, hein, Arcachon est loin, c'est pour les Bordelais. Bon, là, c'est la Jet Société du Second Empire qui va finir la fête impériale le week-end, en grande compagnie, avec derrière la bande des banquiers donnants, et un côté, bien sûr, spéculatif. Deauville, trop vite, il va falloir acheter des terrains, revendre tout ça, faire du business. Et derrière ça, il y a une armée de rembourgeois parisiens qui sont derrière à attirer, faire la promotion de Deauville. C'est intéressant sur la côte fleurie, alors j'ai inventé chaque fois des mots, la réaction, bien entendu, lorsqu'on a tiré lanterne Paris-Cherbourg en 59, on va se greffer dessus, Honfleur est greffé en 62, Deauville en 63, et le richissime banquier du port de Le Havre, Le Seine, a l'idée, mais on va créer, il est temps de ne pas tout abandonner à Deauville, il faut créer une liaison Caen, Dives, Cabourg, Oulgat. Et ceci va être inauguré en 1879, qui se veut la concurrence directe, mais handicapée par la distance, qui veut la concurrence de Deauville. Et on va inventer que c'est la côte fleurie, avec tout un réseau qui relie les plages les unes aux autres par divers opérateurs. En Vendée, le chemin de fer de Nantes, de Saint-Nazaire au Croisic à Guérande a fait l'objet d'une monographie de l'historien des chemins de fer nantais de Nenny, qui est de très bonne qualité. C'est un chemin de fer d'intérêt général, concédé en 1978 et exploité en 1879. Hein. Le marché, c'est Cap sur le Croisic. Évidemment, ces compagnies seront rachetées en partie par l'État. La Vendée. Alors, moi, le plus intéressant de ces petits réseaux, c'est le chemin de fer de la Seudre. Ah bon, qui c'est ça? Eh bien, c'est toute la bande des fabricants de cognac, c'est Firino, Annecy, accoquiné avec des grands Parisiens, Dufort, qui est un vieil député de la Charente, un grand homme d'affaires, et comme par hasard, à Royan, dont le chemin de la Seudre, c'est la liaison directe on va atteindre Royan en partant de Pons. Concession de 69 km. Cette compagnie sera achetée par l'État en 1978. Comme par hasard, dans le petit guide que je peux montrer de Royan, le petit guide des promotions, on vous parle de la société acheter des terrains à Royan. Une société anonyme, une société savante existe et qui, là, pour payer, pour mettre en valeur Royan, dont le président Firino est le président de la compagnie des Charentes et le président de la compagnie de la Seudre. Vous voyez, derrière, messieurs les gens des compagnies, c'est eux qui font la promotion territoriale. Et bien entendu, à Royan, il faudra très vite créer un hippodrome, sinon ça n'a pas que ça, des régates, inventer une manière de se démarquer
bien sûr, des côtes bretonnes en attirant. Voilà, la compagnie de la Seudre, absorbée, avalée par l'État en 1878. Ça deviendra ce qu'il en restera, le fameux train des mouettes. Continuons en bas, nous avons le Médoc qui lui habilement qui s'arrête à Soulac. Alors déjà Bordeaux-Soulac, ça a été bien étudié par nos amis d'Urbain et Chanuc. Bien sûr, la vocation de Verdon, c'est de faire une plage. Mais plus malin que ça, le Médoc trouve habile de dire j'organise un bac qui permet d'atteindre Royan avec un tarif très compétitif en partant de Bordeaux, aller à Royan en passant par la compagnie du Médoc, avec une correspondance pour franchir la Gironde. Malin. Bon. Voilà. Donc nous retrouvons, là on voit bien qu'il y a quand même ces petites compagnies ont joué la carte de manière inégale, avec des succès variables, la carte de la promotion du tourisme balnéaire. Entre deux guerres, entre deux guerres, ça c'est les années 25, le chemin de l'État fait du bon boulot, belles affiches, je passe la suivante, voilà. Je passe sur les discours royants. Alors ça me paraît très intéressant. C'est une revue qui s'appelle La Manche touristique. J'ai relié quelques années et elle fait un boulot remarquable. Elle est financée par les logeurs, hôtels, compagnies Schweitzer. Et elle fait une très bonne publicité, d'abord pour le réseau de l'État, 600 plages, 35% de réduction, et avec cette idée intéressante du réseau de l'État. Mais attendez, c'est loin, mais nous allons inventer des trains de nuit. Le réseau de l'État est le premier réseau à proposer des trains couchettes Paris de nuit en 3e classe. C'est le premier, il a raison. Hein. Comme Dautry dira, mais après tout, vous pouvez prendre aussi dans un fourgon, vous pouvez installer le camping, et même sur un wagon plateau, mettrez votre voiture. Le train autocouchette quasiment a été inventé, grosso modo, en pièces détachées. Très intéressant, importance de la Compagnie du Nord, qui propose des plages familiales, terminer les belles filles un peu dénudées. Là, on revient sur le marché. Alors, tu peux continuer. Je vais accélérer un petit peu. Oui. Alors ça me paraît très intéressant. Voilà, ça c'est le réseau de l'État. Et là, bon, c'est fini les belles filles. On a l'image du gamin, du bébé, la mère, l'État. C'est nous qui avons le plus de côtes. Il a racheté l'Ouest. Nous sommes le suivant. Voilà. Le réseau de la mer, réseau de l'État, réseau de la mer, c'est nous, avec toutes ces chapelets de plages, de bons produits de la mer. Suivant. Bon, des prospectus très, très bien faits, avec des arguments comme quoi c'est là qu'on trouvera le meilleur vent de la mer, le meilleur sable, évidemment. Tout ça, chacun joue des superlatifs. Continue, s'il te plaît. Bon, alors, ça, c'est intéressant. Mais apparaît aussi un acteur important. C'est les deux compagnies anglaises qui contrôlent les chemins de fer littoraux, hein, et qui vont aussi proposer aux Français. Mais au fait, il y a des très belles plages aussi chez nous. Voilà. Et donc, voilà deux arguments de cet indicateur qui est en langue française, 1839. Français, n'oubliez pas que ça ne coûte pas très cher. Par un ferry-boat, vous allez passer quelques jours auprès de nos belles plages anglaises. Et là, nous retrouvons, enfin, la précédente, nous retrouvons la fille un peu sexy. Alors, c'est cours de vacances pour étudiants. Bon, c'est très british. Hein. En tout cas, c'est du haut de gamme. Vous voyez là-haut, on reconnaît la dame de M. Hulot, avec la casquette de la british. Hein. Vous la reconnaissez. Et puis en dessous, la suivante, un peu plus familiale, une autre plage. Mais il y a 50 plages. Je dis, mais prenez-la. Voilà, on vous attend. Si vous parlez anglais. Alors c'est amusant, on rappelle dans ces guides-là, tu seras un peu surpris, voyeur français, les trains roulent à droite. Il n'y a pas de 3e classe dans la plupart de ces. Enfin, sauf. Seules les lignes littorales, il y a une 3e classe pour attendre le parisien, le français. Sinon, ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de 3e classe. D'accord. Bon. Continuons. Rapidement, quelques documents de la SNCF. En 1809, elle va sortir pour la première fois à la suite l'année ferroviaire disparaît. 68 est passé par là. C'est périmé ce genre. Et elle va inventer l'indicateur de tourisme 1809. C'est un gros bouquin avec la promotion de la France. C'est pour moi la fin des 30 glorieuses, on va voir dans le débat. C'est les années 50, c'est quoi? C'est les congés payés en famille,
Et dans les trains, dans les compartiments deuxième classe, nous voyons en deuxième classe, nous avons la photo, le raz de marée, les châteaux d'Alsace, la cité du Carcassonne, nous découvrons la France, découvre la France profonde. Voilà, l'exotisme, c'est les plages bretonnes. Bon, mes grands-parents, on prenait l'indicateur Chex et on allait, voilà, les châteaux de la Loire, c'était balisé, c'était comme ça. Bon, là, ça se modeste un peu plus. Je trouve très intéressant, la SNCF, là, qui a le contrôle de la société, la CETA, tout le réseau d'autocars, qui pour dire, mais attendez, bien sûr, certaines plages ne sont pas desservies par le rail, mais moi, j'ai tout un réseau d'autobus, de correspondances qui sont sous mon contrôle, qui vous amèneront sur ces plages-là. C'est fabuleux d'imaginer ce document. Bon, tant pis, on ne peut pas le... Voilà. Mais ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un coup de génie. Vous voyez, mais par rapport à la mode ancien, moi-même, j'ai mes propres autocars aux correspondants organisés. Clairement, vous arrivez à l'hôtel. Ça, c'est en 63. Alors, dans mes collections de documents, rapidement, j'ai trouvé ça, échappée belle, c'est 1998. Voilà un beau document de la SNCF. Alors, on ouvre ça, elle nous propose échappée belle, l'Europe, la France a porté de train. Alors oui, mais là, on est sorti de la France des années des côtes bretonnes, on va plus voir le site de Carcassonne, et qu'elle se propose comme site français, une seule plage, La Baule. Bon, dans ces sélections, Montpellier, Marseille, des choses à voir, La Rochelle, Lyon. La seule plage qu'elle a retenue, c'est La Baule. La page est consacrée, voilà, bêtement, voilà, La Baule, peut-être. Alors, ce que je voulais dire quand même, dans le débat on évoquera, c'est qu'à l'époque, ce qui prospère sur les trains autocouchettes, c'est le trafic, mais là, ça va vers la Riviera, c'est des flots ils vont au bord de la mer, ils vont dans les Rivieras, etc., mais c'est des Belges, et Hollandais et Anglais qui embarquent à Dunkerque ou à Bruxelles, et qui ne vont pas être attirés par les côtes de l'océan, qui vont directement sur la Riviera méditerranéenne. Pour terminer, je voulais signaler que dans une vie du rail il y a un an, j'étais surpris, je l'ai découpé, la page de dos, c'est la région d'ici, la région donc Pays de la Loire, qui finançait une page de publicité. Diable, qu'est-ce que c'est que cette plage? Prenez le TER pour aller à l'Arbernerie en Retz, que mon indicateur des trous perdus ne signalait même pas. Oui, bon, donc, en tout cas, merci pour les TER d'avoir une offre touristique quand même. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas foutu. Merci. J'ai oublié, regardez, le must du must, le réseau de l'État, avec d'autres derrière. Les gars, 40 heures, 40% de réduction le week-end en Bretagne. C'est génial comme slogan. 40 heures, 40%. Fabuleux Dautry, fabuleux Dautry. Bien, avant que Georges découvre dans ses archives d'ici encore 50 images, peut-être on va passer un échange avec vous. Je pense qu'il faut qu'on fasse cette séquence d'échange tout de suite parce que le deuxième exposé est d'une nature différente, période différente. Et les mélanger tous les deux à la fin, c'est peut-être un peu... Alors peut-être quelques questions tout de suite, échange. Moi, il m'est venu quand même une question à moi, Georges. Mais finalement, tu as abordé le sujet avec la dernière image, avec la bernerie, effectivement, mais là, c'est la région. Alors, la question, c'était... Alors, j'ai peut-être été un peu égaré par toutes les images au cours de ton exposé, mais finalement, quand on dit « venez à Arcachon », c'est le chemin de fer qui parle, en disant « allez à Arcachon, c'est bien ». Quel est le rôle de la collectivité? Est-ce qu'il y a des échanges entre les collectivités territoriales, les mairies, etc., et les compagnies pour cette sorte de publicité touristique? Mais comme j'ai cité Arcachon, peut-être Christophe voudra dire quelque chose tout à l'heure. Ce matin, j'ai parlé avec Pierre dans le train. Je rappelle que les affiches que vous avez vues, les grandes affiches célèbres, Rocamadour, Carcassonne, Étretat, etc., moi, j'ai découvert par hasard à Sens, l'affiche du PLM, visiter Sens. Ce que j'ai trouvé avec bonheur, que le syndicat initiative qui signe l'affiche, avec PLM, le syndicat de Sens, les archives étaient conservées par miracle, les archives municipales. En général, les archives des syndicats initiatives ont disparu. Dans le Lot, je m'intéresse à ce syndicat du Lot, disparu, on ne sait pas où ils sont. En tout cas, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a un syndicat d'initiative avec des élus de la mairie, des gars patentés, et qui vont passer 2 ans à négocier l'affiche avec le PLM.
D'abord, il faut payer. Le PLM dit, mais écoutez, moi, vous voulez l'affiche, je sens, mais il faut payer. Bon. C'est le PLM qui va dire, je vous propose un dessinateur, il n'est pas très connu, je propose, voilà. Et puis après, on va négocier dans le détail. Alors ça, c'est intéressant. Là, je veux un pêcheur à la ligne, là... Bon, et bien sûr, le commanditaire, finalement, c'est la ville en question qui a payé pour ne pas que soit bien représenté tout ça. Nous avons l'illusion, ces bouquins disent ça, que c'est Mucha, tout ça. Bon, donc derrière, il y a de l'argent en jeu, il faut payer. Enfin, je pense que les compagnies pouvaient, dans les petits trous en question, demander de l'argent, vous savez, bon. Mais par contre, dans le cas général, à mon avis, de demander un cofinancement de ces affiches-là. C'est juste deux questions de l'élève. Oui, Christophe Bounot. Donc c'est une question de l'élève Christophe à Georges. Le guide des petits trous, passionnant. C'est quelle année? Parce que je n'ai pas entendu. 1897, moi j'ai la 3e et dernière édition. D'accord. Un peu plus complète. Et la seconde question, ça c'est le mauvais élève aussi. L'année ferroviaire dont j'ai gardé des exemplaires, ça s'arrête en 1968. 1968. Et là, Oui, 68. 68. La révolution est arrivée à la SNCF, bon, ce genre un peu démodé, mais qui est intéressant. Il faut inventer autre chose. Et c'est Delacroix qui le dit. On passe au fait cet indicateur qui aura 2 éditions, qui n'a aucun intérêt finalement. Voilà, bon. Avec un peu d'articles, bon, des belles signatures, mais ça c'est pareil, c'est ringard. La SNCF, voilà, elle a perdu son truc, elle a plus dans le coup. Et je pense que moi, les trains autocouchettes, les trains de nuit, voilà, elle va rebondir. Les trains pour les jeunes à travers l'Europe. Bon, le marché du château de la Loire du week-end, c'était bon pour le week-end des 36. Hein. Là, on propose, aller passer un week-end dans les caves bourguignonnes de Touraine, faire la Java. Idéinite n'a rien inventé. Idéinite a inventé quelque chose, avait repris ce genre de formule. On va tuer le temps toute la nuit faisant la bringue, aller-retour Paris-Hendaye, et puis on fera la bringue, à faire à capoter pour des raisons que la morale oblige à ne pas pouvoir dire. Voilà, bon. Et juste un commentaire d'historien du tourisme à la fin, les archives des syndicats d'initiative, il y en a certes beaucoup qui ont disparu par rapport aux offices du tourisme, mais enfin, il reste quand même, ce sont souvent des archives inexploitées dans une perspective. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Une question sur l'évolution de la politique des différentes compagnies en matière de relations directes. Est-ce qu'il y a eu une croissance des offres directes pour permettre aux gens d'accéder aux stations du littoral sans avoir à changer? Bon, alors, moi j'aurais des données 1897. Après, il faut être courageux, prendre un chèque un peu plus tard. Ça prend du temps, c'est fastidieux. Ce que je retiens, c'est que dans les brochures, elles mettent l'accent quand même, elles vont pointer, elles vont mettre en avant quand même les années 20-30, là ça y est, c'est accessible maintenant à la Bretagne, on va pointer, lister les gares qui sont un accès plutôt facile, je dirais. Hein, voilà. Mais je n'ai pas eu le temps de comptabiliser tout ça, c'est un boulot énorme, hein, y compris, bon, j'ai relevé, pas le temps, mais dans les indicateurs chefs des années 60, combien de temps, mettons, pour aller à ce Croix-de-Vie, il y a un train quotidien qui part en début d'après-midi, et vous arrivez ici à 9h30, c'est pas mal. Hein. 14h de Paris, vous êtes ici le soir, c'est l'indicateur de 1960. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, cul de sable, terminé, avec vous changez à Commequier. Pas mal, 60. Bien, merci. Alors, on va peut-être passer...